tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour les histoires vraies flippantes. Donc il y en a 15. J'ai pas prêt de ça. Faut que je prenne la tablette avant. Donc, pourquoi dis-je... Ah, parfait. Dézoomé. Donc le premier, il s'appelle Il. Avez-vous connaissance du film Il? C'est un film d'horreur français et peu de personnes savent que ce film est tiré d'une histoire vraie qui vaut vraiment la frousse. Les réalisateurs Xavier Palude, vu que c'est français, je dis Palude, et David Moreau se sont fait narrer cette terrifiante histoire par un chauffeur de taxi. C'est Kolovac. Ils ont décidé d'adapter cette histoire en film et pour qu'elle parle encore plus aux spectateurs, j'aurais pu dire cinéphile, ils ont changé la nationalité des protagonistes dans le film. Il s'agit donc de Français expatriés en Roumanie. La vraie histoire d'Autrichiens expatriés en Slovaquie ont commencé à percevoir des phénomènes étranges dans leur maison. La télé qui s'allumait toute seule, des objets qui disparaissaient. La lumière s'allumait en pleine nuit et le téléphone se mettait à sonner sans personne au bout du fil. Cette affaire a duré des mois. Au final, le couple a été pris en chasse et assassiné par une bande d'agresseurs. Les auteurs étaient des jeunes gens. Donc je disais... je sais pas trop quand ça a coupé, donc je vais dire, au final, le couple a été pris en chasse et assassiné par une bande d'agresseurs. Les auteurs étaient des jeunes gens maléfiques, tous âgés de moins de 15 ans. Voilà, page suivante. Alors, Samuel. L'étrange mort d'Elisa Lam. La mort d'Elisa Lam fait partie des essais des causes inexplicables. Le corps de cette étudiante de 21 ans a été retrouvé par un agent de maintenance dans un silo d'eau du Cecil Hotel à Los Angeles, peu de temps après que les clients se soient plaints du goût bizarre qu'avait l'eau. Un extrait de la caméra de surveillance a agité le web, laissant penser que des phénomènes paranormaux seraient blâmés par la mort de l'étudiante. Peu de temps avant son décès, on voit Elisa Lam pénétrer dans l'ascenseur et appuyer sur des boutons sans que cela déclenche un mouvement de l'ascenseur. Elle regarde donc aux alentours, pensant voir quelqu'un. C'est à 1 minute 57 que la vidéo devient vraiment étrange. La jeune femme commence à être agitée, semble communiquer avec une personne invisible. Les images des autres caméras ont prouvé que la jeune femme était seule dans le couloir et qu'il n'y avait aucune raison pour qu'elle agisse de la sorte. Aucune trace de drogue ou alcool n'ont été trouvées lors de son autopsie. De plus, lorsqu'elle a eu accès au toit, cela aurait dû déclencher les alarmes, ce qui n'a pas été le cas. À noter que Cecil Hotel est connu pour avoir abrité des serial killers et avoir été le théâtre de nombreux drames. On va aller à la page suivante. Vous me direz, celui qui vous fait le plus peur, moi je vais voir, je vais vous le dire à la fin. Une terrible emprise. Et j'ai mal au bras. Non, ça c'est j'ai mal au bras depuis la fin du travail, mais bon. Vous connaissez le film L'Emprise, il est sorti en 1982. Il raconte l'histoire d'une femme qui est victime de forces maléfiques qui la violent. Ce que peu de gens savent, c'est que ce film est tiré d'un roman de Frank de Felita
qui serait lui-même inspiré de la terrible histoire d'une mère célibataire dans les années 1970. En effet, Doris Bitter était une mère célibataire qui disait être victime de forces maléfiques qui venaient la violer la nuit. Les voisins ont confirmé l'avoir projetée contre les murs violemment sans jamais voir d'autres personnes avec elle. Elle a même fait appel à 2 enquêteurs spécialistes du paranormal qui ont assisté à des scènes très troublantes. Kerry Gaynor et Barry Duff. Oula, si je baille en même temps. On confiait avoir vu des objets se briser sans raison chez Doris. Des portes claquaient sans raison et un épais brouillard verdâtre apparaissait parfois autour d'elle. Doris a déménagé un nombre incalculable de fois, mais ses démons l'ont suivi jusqu'à ce qu'elle décède en 1995 d'une infection pulmonaire. Ses enfants ont par la suite été la cible de phénomènes similaires pendant plusieurs années après sa mort. Le corps de la jeune femme a été couvert de traces de violence et personne ne saura vraiment ce qui est arrivé à Doris. Les enquêteurs le savent, c'est que Doris avait subi des viols et des violences pendant son enfance et avait également été battue par ses compagnons et est particulièrement instable psychologiquement. C'est pour cela que les enquêteurs ont au départ cru qu'elle était folle, mais ils ont bien été obligés de se rendre à l'évidence en assistant eux-mêmes à des phénomènes plus qu'étranges. Donc on passe au 4. Je crois que je l'avais déjà lu, le pont des chiens suicidés, sur les vidéos, je crois il y a 2 ans. À Wolverhampton, en Écosse, se trouve le pont des chiens suicidés, un étrange endroit où, durant ces 50 dernières années, plus de 50 chiens auraient mis fin à leur vie. Les chiens auraient tous sauté du même pont sans que personne ne puisse expliquer la raison de ces suicides. La légende raconte qu'un homme aurait jeté son enfant du pont, faisant de ce lieu un endroit maudit. On est au 6. Non, au 5. Si je baille autant, c'est que j'ai bossé ce matin et je me suis levée à 2h du mat'. Les appels de l'au-delà. En 2008, 2 trains sont entrés en collision dans la vallée de San Francisco, en Californie. 25 personnes ont perdu la vie dans ce terrible accident. Parmi elles, il y avait Charles Hippick. Cet homme se rendait à un entretien d'embauche et avait de beaux projets d'avenir comme épouser sa petite amie. Pendant les 11 heures qui suivirent l'accident, 35 appels furent passés du portable de Charles vers sa famille, sa copine, sa mère, son fils. Tous ont reçu des appels dès lors qu'ils décrochaient. Ils n'entendaient que des bruits parasites. Pour eux, c'était sûr. Charles était vivant. Il tentait de les jambes bloquées dans les décombres de l'accident. Or, le corps sans vie de Charles a été retrouvé dans l'un des premiers wagons du train. L'autopsie a été révélé qu'il avait été tué sur le coup et qu'il était absolument impossible qu'il ait passé des appels aux heures où les appels ont été recensés. Son portable lui-même n'a jamais été retrouvé. Impeccable. Après, je me dis, des fois, il y a des trucs, tu sais, nos téléphones, ils appellent des fois dans les poches. Il suffit par exemple qu'il ait été en contact avec de l'eau. Des fois, une goutte, ça fait tomber, je sais pas, sur le premier numéro. Après, il suffit que, je sais pas, il y a quelque chose, un vent, ça fait descendre. Une autre goutte, ça fait appeler un autre. Des fois, ça peut être tout con. Je dis pas que non plus, je crois pas, mais des fois, il y a des trucs que peuvent expliquer. Je crois que j'en ai entendu parler, ça. Ah non, peut-être pas. Je crois pas, en fait. The Silent Twins. Donc ça doit être peut-être les sœurs jumelles. Alors, John et Jennifer Gibbon étaient 2 jumelles anglaises, également connues sous le nom de Silent Twins, enfants
elles avaient été jurées de jamais adresser la parole à une personne extérieure. Communiquer entre elles grâce à une langue qu'elles avaient inventée. Leur relation était aussi fusionnelle que destructrice. Elles ont commis plusieurs crimes ensemble et ont été internées à l'âge de 14 ans. Le chat. Il va jouer. Attends, je l'ai distrait 2 secondes. Problème de trépied. Donc on va commencer. Du moins un petit peu. Attendez, on va essayer autre chose. C'est que du coup j'ai fait un trépied de fortune parce que je suis assise, je crois, trop haute. Je trouvais mieux la prochaine fois. Donc elles communiquaient entre elles grâce à une langue qu'elles avaient inventée. Leurs relations étaient aussi fusionnelles que destructrices. Elles ont commis plusieurs crimes ensemble et ont été internées à l'âge de 14 ans. Considérées comme des psychopathes, elles vivaient recluses et se sont adressées à une journaliste, Marjorie Wallace, afin de raconter leurs histoires. Jennifer aurait fini l'entretien en déclarant « Je vais mourir, nous avons décidé », alors que les jumelles devaient être transférées dans un établissement moins sécurisé. Jennifer est morte, son décès serait dû à une myocardite aiguë. Depuis June, elle a commencé à parler aux gens et mène une vie paisible. On va pas y arriver à ce truc. On va essayer de poser par terre. Une jeune femme aurait sans doute dû conclure un pacte. N'empêche la réputation. Après, ça fait un moment. J'ai dit que. Il y a pas l'âge, je veux dire. En 2014, si c'était ça, ça veut dire qu'elle serait encore en vie. Mais là, en fait, je sais pas, imagine la réputation. Bah, non. Numéro 7. Mais c'est pas le moment de jouer, plus tard. C'est toujours quand j'ai quelque chose à faire qu'elle veut jouer. Alors, l'affaire du col Dilatov. L'affaire du col Dilatov est l'un des crimes les plus étranges du XXe siècle. En 1959, 9 skieurs sont partis en randonnée à la montagne morte, mais ne sont jamais arrivés à la destination. Les recherches menées ont permis de découvrir des membres de cette expédition de manière assez étonnante. Leur tente était découpée en deux de l'intérieur. Les empreintes montraient que le groupe d'amis s'était déplacé sans chaussures. Ouais, peut-être qu'ils ont eu peur sans chaussures, tu te dis, je sais pas, ils ont dû voir un ours ou quelque chose. Donc ça peut être tout cool. Les traces ont mené à 5 corps dont certains ont sauvé de nom. Les 4 derniers corps n'ont été retrouvés que des mois plus tard, lorsque la neige qui les avait recouverts avait fondu. Ceux-ci présentaient des marques de traumatisme aux côtes et à la poitrine. L'enquête à mener à l'époque n'avait pas permis de déterminer les circonstances du drame. Depuis, les théories les plus fausses se succèdent, de l'accident de voiture à la tempête de neige emportée par une force mystérieuse. L'important pour moi, je sais pas, ils étaient à la neige, un ours, une tente, c'est très possible. Les ours, ils trouvent pas à manger, ça serait jeté dessus. Ça... Ah non, pas le chat. Donc, le suivant, c'est des emails post-mortem. Jacques est mort à l'âge de 32 ans d'arythmie. C'est en juin 2011. Les circonstances de sa mort ne sont rien troubles. Pourtant, dès le mois de novembre 2011,
Des emails ont été envoyés depuis sa boîte mail à l'intention de ses proches. Les mails évoquaient des discussions privées qu'ils avaient eues avec les destinataires des mails. Par exemple, un ami à lui avec qui il avait parlé du rangement de son grenier a reçu « Je suis chez vous, nettoyez votre grenier à la fin ». Son cousin a reçu « Je savais que tu allais te casser cette cheville ». Une semaine après, il s'est blessé à la cheville. Ces mails mystérieux n'ont jamais été résolus. Si, à force à Paris, que ces emails sont le fruit des aides d'un hacker malveillant, l'ami de Jack qui a reçu ces emails aime se dire que Jack veille sur lui. Il a répondu aux mails reçus, mais il n'a jamais eu de réponse. Ouais, si c'est un hacker, il ne cherche pas non plus les réponses, faut pas pousser. Donc, on est au 9, l'exorcisme d'Emily Rose. Oui, ce film a été inspiré d'une histoire vraie. Le film qui retrace l'histoire d'une jeune femme qui se sentait possédée demande au père de la paroisse de l'exorciser. En 1968, la jeune femme allemande Anneliese Michel a vécu une histoire un peu similaire qui s'est terminée de façon tragique. En effet, Anneliese était suspectée par son entourage d'être proie à des forces démoniaques. Après plusieurs consultations médicales, il s'est avéré que la jeune femme était épileptique, mais que sa famille était persuadée qu'il y avait autre chose. Alors chaque semaine dès 1975 et pendant des mois, elle a été exorcisée par 2 prêtres dans des conditions atroces. Elle a également été internée et a fini par refuser de s'alimenter. Donc ça veut dire qu'elle a dû sûrement mourir. Attendez, je fais un peu de bruit. C'était pour mon chat. Finalement, Anneliese Michel est morte en 1976 de déshydratation et de malnutrition. Ouais, donc c'est à cause parce qu'elle s'est arrêtée de s'alimenter. Sa famille était presque soulagée de l'avoir délivrée de ses démons. Or, une enquête a été ouverte après la mort. Il s'est avéré qu'Anneliese ne souffrait en rien d'autre que l'épilepsie. Les 2 prêtres qui s'étaient adonnés aux exorcismes ainsi que ses parents ont été inculpés de négligence, ayant entraîné la mort et condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Le tribunal a estimé que les enregistrements étranges donnés par des hommes d'église révélaient que la folie d'Anneliese face aux atrocités qu'il le faisait subir. Donc, on passe au suivant. Le 10. L'homme qui a inspiré le massacre à la tronçonneuse. Vous le saviez peut-être pas, mais le film de Tobe Hooper est inspiré d'une histoire vraie. En effet, le massacre à la tronçonneuse est inspiré de l'histoire d'un tueur en série qui a sévi dans 5... Non, ça va. Donc, inspiré de l'histoire vraie d'un tueur en série qui a sévi dans les années 50 et qui s'appelait Ed Gein, surnommé le boucher de Plainfield. Ed Gein commence sérieusement à briller à la mort de sa mère. Il a commencé par déterrer des cadavres puis s'en est pris à des femmes notamment. Il utilisait la peau de ses victimes afin de confectionner des accessoires de maison. Lors de son interpellation, la police a notamment découvert des abat-jours, des masques en peau humaine, son manque total de regret et d'empathie, ce qui a choqué vraiment les policiers qui l'ont interpellé d'ailleurs. Il est également inspiré les auteurs de Psychose et de Silence des agneaux. Chaud. C'est que j'ai pas trop regardé Massacre à la tronçonneuse, donc je savais pas qui gardait genre. Arrête pas de me mordre. Qui avait inspiré, qui gardait les peaux de ses victimes pour en faire des abat-jours, sérieux. Toi, je vais te transformer en souris. Il aurait fallu ma baguette, mais bon. J'aime pas les souris.
pendant la vidéo, je peux peut-être la transformer, je sais pas, en lanterne pour avoir la paix. Alors, on va changer ensemble parce qu'il y en a une qui vous fait peur plus qu'une autre. Parce que tu sais, des fois, tu vas voir un film d'horreur au cinéma et tu te dis heureusement que c'est pas vrai. Mais quand tu vois que Massacre à la tronçonneuse c'est inspiré de faits réels, tu te dis pas la même chose en fait. Dis-tu, à vous de voir. Emer est un petit bandit médiocre d'Oklahoma qui payait des banques et des trains. Il n'était pas très doué. Lors d'une opération de grande envergure avec sa bande, il repart finalement avec 46 $ en poche, une bouteille d'alcool. Il meurt en 1911 à l'âge de 31 ans lors d'un échange de coups de feu avec les autorités et ses derniers mots seront « Vous ne mourrez jamais vivant ». Son corps n'a pas été réclamé, donc il a été embaumé et vendu pour plusieurs spectacles comme l'homme qui refuserait se vendre. Attends, il a été vendu à des spectacles, mais c'est déjà glauque. Genre, à quel moment tu fais ça? Quelques années plus tard, son corps est réclamé par un homme qui prétend être son frère et qui dit vouloir lui offrir une sculpture naissante. Le corps va être vendu à plusieurs reprises pour des musées, des spectacles et même des maisons hantées. C'est ainsi qu'en 1976, lors d'un tournage de l'épisode Le Carnaval des espions de la série L'Homme qui valait 3 milliards de dollars, un membre de l'équipe technique déplace ceux qui pensent être un mannequin suspendu à une potence dans l'attraction en Californie. C'était en fait le corps d'Elmer McCurdy, le médecin légiste a retrouvé dans la bouche de la momie un penny de 1924 ainsi qu'un billet d'entrée pour le musée du crime à Los Angeles. Il est désormais enterré dans un cimetière. Des randonneurs traqués et tués. Non, sauvage. C'est pas possible. T'as le fou. Le film de Wolf Creek est un film d'horreur australien qui est inspiré de la terrifiante histoire de deux hommes qui ont assassiné froidement plusieurs promeneurs. Ça me rappelle un film. Ah non, je crois que c'était un ours qui l'avait buté. Je crois que c'était Crazy Bear. Le nouveau film, faudrait que je vérifie. Mais je crois que c'était ça. Pourtant c'était des randonneurs, c'est pour ça que ça m'apparaît un peu. Les corps ont été retrouvés enterrés dans la forêt, certains ont échappé à leur bourreau, mais d'autres n'ont pas eu cette chance. Les deux hommes traquaient leurs victimes sur plusieurs kilomètres en les terrorisant à mettre fin à leur jour. J'aurais plus de bras à la fin de la journée. C'est que d'habitude, se barre. Est-ce qu'on va arriver? Après avoir vu ce film, difficile de se promener aux alentours du cratère de Wall Street sans une certaine appréhension. Ben, si tu as zioté, genre, je suis sûre que limite beaucoup d'endroits ont été inspirés de faits réels et ouais, mais je te le donnerai après, Soba. Elle aime bien les trucs lumineux. Genre ça là, le bracelet. On est au 13. Ah putain, elle va pas s'arrêter. J'aurais jeté tous ces jouets. Tu vois? Le docteur Henry Holmes. Le docteur Webster, plus connu sous le nom de Dr Holmes,
est réputé pour être le premier tueur en série des États-Unis dans les années 90. Il avait construit un hôtel particulier dans Chicago avant d'assouvir ses instincts. Attends, je fais ses instincts les plus morbides. Les chambres du château des meurtres avec la particularité de ne pas avoir de fenêtre avant d'éviter ses victimes ne tentent de s'échapper. J'ai vraiment un problème de chat. Ils avaient pour l'habitude d'effectuer des travaux assez régulièrement afin de changer l'emplacement des issues. Les employés du chantier étaient généralement virés après l'exécution des travaux. J'ai un peu plus de chat. Ils avaient avoué et condamné pour le meurtre de 27 personnes, mais le nombre total de ces victimes est estimé à 200. 200. C'est comme les tueurs, vous savez, les tueurs en série. Genre, par exemple, ceux qui parlaient tout à l'heure, genre tous les tueurs. Ça se trouve qu'il y en a d'autres qui n'ont pas été retrouvés. Hein, et que c'est par le même tueur, qui sait. Ça se trouve qu'il y en a qui s'est évadé. Des sauts, tu sauts. J'essaie de la distraire comme je peux. La maison la plus hantée des USA. Cette maison est réputée pour être la maison la plus hantée des États-Unis. Située en Pennsylvanie, elle a été le théâtre d'affreux drames. En 1971, la demeure appartenait à une famille conjuguée. La femme Lida surprit son mari en ferait un grand délit de tromperie. Pour se venger de l'affront qui lui a été fait, elle poignarda son mari avant de décapiter la servante. 3 décennies plus tard, la maison fut habitée par Dr. Adolf. Son expérimentation scientifique provoqua une explosion qui attira les policiers chez lui. Pour simplement constater les dégâts, ils ne purent contenir leur surprise face à l'horreur qu'ils attendaient. Les docteurs se livraient en effet des expérimentations étranges afin de redonner la vie à des têtes de femmes. Depuis, la maison était réputée pour être hantée et a été détruite en 1927 à la suite d'un accident industriel. Ouais. En fait, le gars, il avait des têtes de femmes, mais genre, il essayait de remettre à la vie, il est complètement barré dans sa tête. C'est la dernière. Bernard sous le nom de une chanteuse d'opéra médiocre, Cora Crippen. Cora était mariée à Dr. Elwyn Crippen. Bien que très populaire, le couple Crippen n'était pas très heureux et se disputait souvent en public, attirant l'attention de la foule. En 1910, Cora Crippen disparut. Son mari déclara alors qu'elle s'était rendue en Californie, mais une de ses amies, méfiante, décida de prévenir la police. Le docteur Crippen invita sa secrétaire à emménager avec lui, et celle-ci commença à porter les affaires de Cora. Lorsque la police arrive chez lui, le couple avait déjà disparu, mais un torse fut découvert dans le grenier. Les amants meurtriers furent repérés sur un bateau wagon vers le Canada et furent arrêtés dès leur arrivée. Du coup, maintenant qu'on a terminé, pour vous, quelle est l'histoire la plus flippante que celle qui vous a donné un peu plus de frissons? Moi, je vais remonter en arrière pour vous dire laquelle c'est. Soit, en gros, j'en ai. Le problème, c'est que j'en ai lu beaucoup. Non. Je crois que c'était avant le. C'était avant, genre.
pas cela. Donc, pour l'instant, je suis au 8. Donc, à voir. Ah ouais, ça, tu penses que c'est lui? Ouais, c'est lui. C'est des emails post-mortem, c'est celui qui a... Je pense que... En fait, c'est le fait de prédire quelque chose. Genre, par exemple, son cousin avait reçu que tu avais cassé cette cheville. Et une semaine après, il se la casse. Quand même, c'est la cheville, ça... Enfin, moi, je me suis tombé la cheville juste sur un trottoir, mais vous savez, c'est pas un truc genre... Par exemple, un rhume, limite, c'est plus commun que se casser une cheville, tu sais. Donc, pour moi, ce serait lui. Donc, voilà. C'était tout pour cette vidéo. Donc, lui, les deux premières vidéos, elles font partie des vidéos que j'ai déjà tournées entre guillemets. Dans le sens où c'est des histoires différentes, mais c'est le nom qu'il y avait à l'époque. On va voir un peu ma tête. Disons que c'est un peu compliqué. Donc là, c'est le décor allumé. Donc là, c'est la bouchette avec genre, on dirait un peu un squelette citrouille. Bah là, c'est une lampiette quoi. Un chandelier. Donc, vous n'hésitez pas à me dire laquelle c'est. Donc, soit vous marquez le titre qui portait, genre par exemple les emails post-mortem ou le numéro. C'est peut-être plus rapide pour vous. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. N'oubliez pas de t'abonner et activer la cloche. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.